Mon esprit a remonté les mois précédents alors que leurs mots s'imprégnaient en moi. Bien que j'ai gardé cette même expression calme plaquée sur mon visage. La chaleur de la cheminée semblait d'une gaieté moqueuse face à la glace qui se formait dans ma poitrine. Les lumières de Noël scintillaient innocemment au-dessus de ma tête tandis que mon monde s'effondrait sous mes pieds. 6 mois plus tôt, tout avait semblé si différent. J'avais 29 ans quand grand-père Édouard est décédé, me laissant sa modeste maison de 2 chambres sur la rue Sagaro, juste à l'extérieur de Phoenix. Toute la famille considérait cela comme un geste gentil mais essentiellement sans valeur. Le quartier avait connu des décennies meilleures, avec des trottoirs fissurés et des clôtures en grillage dominant le paysage. La plupart des parents chuchotaient qu'Édouard m'avait probablement refilé ce fardeau parce que Diana était trop irresponsable pour gérer la propriété d'un bien immobilier. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait, c'était le trésor caché à la vue de tous. Travailler comme promoteur immobilier commercial m'avait appris à reconnaître le potentiel bien avant que les autres ne voient une opportunité. Je connaissais les discussions préliminaires qui avaient lieu lors des réunions d'urbanisme de la ville. De grandes chaînes de vente au détail lorgnaient notre région pour un immense complexe commercial et la valeur des terrains montrait en flèche une fois les annonces rendues publiques. Le cadeau apparemment modeste de mon grand-père se trouvait directement sur le chemin du progrès. Ces après-midi d'été passés avec grand-père Édouard me semblaient précieux maintenant. Il s'asseyait sur le porche, m'enseignant les principes des affaires pendant que nous regardions la circulation passer. « Shaun », disait-il en ajustant ses lunettes de lecture. « L'immobilier, c'est une question de patience et de vision. La plupart des gens voient ce qui existe aujourd'hui. Les gens intelligents voient ce qui existera demain. » Il avait acheté cette propriété en 1973 pour $8 000, croyant que la région finirait par prospérer. Sa patience était enfin récompensée à travers moi. Diana avait toujours été la favorite de la famille malgré sa série de désastres financiers remontant à son adolescence. À l'université, elle avait maximisé 3 cartes de crédit, achetant des vêtements de marque et des voyages pour les vacances de printemps. Après avoir obtenu son diplôme, elle avait convaincu nos parents d'investir $15 000 dans sa boutique en ligne de bijoux faits main. En 8 mois, l'entreprise s'est effondrée, emportant leur argent avec elle. Chaque crise apportait des larmes, des excuses et des promesses de changer. Chaque crise voyait aussi la famille se rallier à son secours. Pendant ce temps, j'étais étiqueté comme le responsable qui n'avait jamais besoin d'aide. Mes parents supposaient que mon revenu stable de la promotion immobilière signifiait que j'étais financièrement en sécurité au-delà de leurs préoccupations. Ils ne m'ont jamais interrogé sur mes difficultés avec les prêts étudiants ou les sacrifices nécessaires pour bâtir ma carrière. Le succès, ai-je appris, rend souvent les gens invisibles à la sympathie familiale. La maison contenait des souvenirs qui allaient bien au-delà de la valeur immobilière. Grand-père Édouard m'avait appris à faire une vidange dans l'allée, avait partagé des histoires sur la Seconde Guerre mondiale sur le porche arrière, et m'avait aidé à comprendre que la richesse venait de décisions intelligentes plutôt que de combines rapides. Quand il m'a laissé cette maison, il me transmettait plus que 4 murs et un toit. Il me confiait son héritage de planification patiente et réfléchie. Robert et Margaret avaient toujours encouragé les mauvais choix de Diana tout en s'attendant à ce que je gère les problèmes de manière indépendante. Quand elle a accidenté sa voiture en 2e année, ils lui en ont acheté une nouvelle. Quand elle a perdu sa caution sur 3 appartements différents en raison de dommages matériels, ils ont couvert les pertes sans poser de questions. Mes réussites étaient célébrées brièvement, puis oubliées. Les échecs de Diana devenaient des urgences familiales, nécessitant une intervention immédiate. Il y a 2 semaines, Diana m'avait appelé en sanglotant à 23h30. Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait une dette de $35 000 envers des gens vraiment dangereux et me suppliait de l'aider. J'ai écouté ses larmes et ses promesses de changer, sentant l'attrait familier de la loyauté familiale. Mais quelque chose dans son histoire semblait répéter, comme si elle avait pratiqué cette conversation. Quand je lui ai dit qu'elle devait faire face aux conséquences de ses choix et trouver une solution par elle-même, les larmes se sont rapidement transformées en colère. « Tu es juste jaloux que maman et papa se soucient vraiment de moi », avait-elle crié au téléphone. « Tu penses que ta stupide maison te rend meilleur que tout le monde ? Eh bien, peut-être qu'un jour tu auras besoin d'aide et tu verras ce que ça fait d'être seul. » L'appel s'est terminé par son raccrochage, me laissant fixer mon téléphone dans l'obscurité de ma chambre. Maintenant, debout dans le salon de mon enfance, décoré de guirlandes et de lumières scintillantes, j'ai réalisé que cette conversation avait été plus qu'un plaidoyer désespéré. Diana avait testé ma volonté de la sauver une fois de plus. Mon refus avait déclenché quelque chose de vindicatif et de calculé. Cette surprise de Noël était sa vengeance,
soigneusement orchestré pour m'humilier devant toute la famille élargie. Le pire, c'était de voir la satisfaction sur leur visage. Robert avait l'air fier de lui, comme s'il avait enfin enseigné à son fils arrogant une leçon importante sur la loyauté familiale. Diana rayonnait littéralement de triomphe, ayant trouvé un moyen de me faire payer mon refus de cautionner sa dernière crise. Jake se tenait à côté d'elle comme un prédateur qui avait réussi à manipuler sa proie dans le piège parfait. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de mon partenaire commercial, Thomas. Tout est prêt de notre côté. J'espère que ta famille appréciera sa surprise de Noël autant que tu vas apprécier la tienne. J'ai jeté un coup d'œil à l'horodatage. 19h45, un timing parfait. Mais en regardant autour de moi mes parents, tantes, oncles et cousins qui commençaient à se rassembler et à chuchoter, j'ai réalisé que cette trahison était plus profonde que je ne l'avais initialement compris. Il ne s'agissait pas seulement de la dette de Diana ou du sens mal avisé du devoir familial de Robert. Il s'agissait d'années de ressentiment, de favoritisme et d'incompréhension fondamentale de ce que signifiait vraiment la famille. L'odeur de cannelle et de pain emplissait l'air. Des parfums traditionnels qui auraient dû apporter du réconfort. Au lieu de cela, il semblait être une parodie de tout ce que Noël était censé représenter. Paix, amour, famille, unité, tout cela s'effondrait autour d'un sapin de Douglas chargé de cadeaux qui allait bientôt paraître dénué de sens. Diana s'est approchée, sa voix baissant jusqu'à un murmure destiné uniquement à moi. Tu as toujours cru que tu étais si malin, grand frère. Il s'avère que papa est plus malin, et maintenant tu vas apprendre ce que ça fait de tout perdre pendant que tout le monde regarde. Ses yeux brillaient d'une satisfaction malveillante qui m'a glacé plus que n'importe quel vent d'hiver. J'ai gardé mon sourire, sachant que dans environ 15 minutes, Diana découvrirait exactement ce que ça faisait de tout perdre pendant que tout le monde regardait. La différence, c'est qu'elle avait vraiment mérité sa destruction. Mes pensées se sont approfondies dans les mois récents tandis que je continuais de sourire à leur célébration, me souvenant de détails qui peignaient un tableau bien plus sombre que ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait. Les « gens dangereux » de Diana n'étaient pas que des menaces métaphoriques ou un drame exagéré. Il y a 3 mois, j'avais été témoin de quelque chose qui aurait dû servir d'avertissement à tout le monde. Le Talking Stick Resort était devenu la 2e maison de Diana depuis le printemps. Elle a commencé à s'y rendre 2 fois par semaine, puis un jour sur 2, puis à vivre pratiquement aux tables de blackjack. Ce qui avait commencé comme un divertissement innocent avec des amis du travail a évolué en quelque chose de bien plus sinistre. Diana a découvert qu'elle avait un réel talent pour le comptage de cartes et ses gains initiaux ont nourri une dépendance qui allait finalement détruire bien plus que son compte en banque. Jake l'avait introduite dans ce monde. Bien qu'aucun de nous n'ait compris son rôle à l'époque, il était suave, charmant, et semblait toujours avoir de l'argent liquide malgré son travail à temps partiel chez un concessionnaire automobile. Jake portait des costumes chers, conduisait une BMW qui était clairement au-dessus de ses moyens légitimes, et parlait d'opportunités d'investissement avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais rien investi d'autre que l'argent des autres. Les parties de poker clandestines ont commencé en juillet. Jake a mis Diana en contact avec des parties privées organisées dans des maisons huppées de Scottsdale, où des retraités riches et des professionnels prospères jouaient pour des mises qui éclipsaient tout ce qui était offert dans les casinos réglementés. Diana pensait entrer dans un monde exclusif qui reconnaissait son intelligence et son talent. En réalité, elle était systématiquement manipulée par des prédateurs expérimentés qui reconnaissaient une proie facile. J'avais essayé de la prévenir en août quand j'ai vu ses nouveaux bijoux et ses sacs à main de créateur. Diana a prétendu qu'elle était dans une période de chance et qu'elle utilisait enfin son cerveau pour gagner de l'argent sérieusement. Quand j'ai insisté pour avoir des détails, elle est devenue sur la défensive et secrète. Jake intervenait avec des explications à consonance technique sur la variance et la valeur attendue qui étaient conçues pour mettre fin aux questions plutôt que de fournir de réelles informations. Margaret a appris l'existence de la dette il y a 3 semaines lorsque 2 hommes se sont présentés à l'immeuble de Diana, demandant aux voisins où elle se trouvait. Ils étaient polis mais insistants, laissant des cartes de visite avec seulement des numéros de téléphone et le message que Diana devait les contacter concernant des obligations impayées. Quand Diana a finalement appelé notre mère, sanglotante et terrifiée, l'instinct protecteur de Margaret a submergé toute évaluation logique de la situation. Le montant que Diana devait était stupéfiant. 35 000 $ à un réseau de prêteurs privés qui facilitait les jeux clandestins. Ce n'étaient pas les usuriers traditionnels des films, mais des hommes d'affaires bien habillés qui traitaient les dettes de jeu comme des portefeuilles d'investissement. Ils facturaient des taux d'intérêt raisonnables et offraient des conditions de paiement flexibles jusqu'à ce que ces conditions soient violées. Alors,
leur patience disparaissait complètement. Le désespoir de Robert a commencé immédiatement après l'appel téléphonique en larmes de Margaret. Il a passé des nuits blanches à chercher des options, des prêts personnels à la vente de leurs propres biens. La deuxième hypothèque sur leur maison a rapporté $18 000, mais il restait encore $17 000 à trouver. Le salaire de Robert en tant que superviseur de la maintenance d'un lycée ne pouvait pas combler cet écart. Même avec le revenu à temps partiel de Margaret du bureau de l'église, ma maison est devenue la solution évidente dans l'esprit de Robert, bien qu'il sût que je n'accepterais jamais volontairement. Il s'est convaincu que j'étais égoïste en m'accrochant à une propriété alors que Diana faisait face à un danger réel. À ses yeux, mon succès signifiait que je pouvais facilement remplacer ce que je perdais, tandis que la vie de Diana pouvait littéralement dépendre de son intervention. La manipulation de Jake a atteint son apogée lors des conversations familiales. Il décrivait les créanciers comme des gens d'affaires raisonnables qui voulaient simplement récupérer leur investissement. Il a assuré à tout le monde que $35 000 ferait tout disparaître et permettrait à Diana de prendre un nouveau départ. Ce qu'il n'a jamais mentionné, c'est sa propre dette de $20 000 envers le même réseau ou son plan d'utiliser les relations familiales de Diana pour régler ses propres obligations. La pression psychologique sur nos parents était incessante. Diana appelait en pleurant, parlant de cauchemars et de paranoïa, convaincue que des hommes dangereux la suivaient. Jake racontait des histoires sur d'autres personnes qui avaient subi de terribles conséquences pour ne pas avoir payé leurs dettes de jeu. Margaret a arrêté de dormir et Robert a commencé à faire des recherches sur les exigences légales pour vendre la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai appris plus tard que Robert avait consulté Franklin & Associates, un cabinet d'avocats spécialisé dans les transactions immobilières d'urgence. L'avocat a expliqué que la vente d'une propriété sans le consentement explicite du propriétaire nécessitait des circonstances spécifiques et une documentation minutieuse. Robert a quitté cette réunion convaincu qu'il pouvait créer ces circonstances s'il synchronisait tout soigneusement. La réunion de famille a eu lieu mardi dernier alors que j'étais à Tucson pour finaliser des contrats pour un nouveau projet de développement. Robert a rassemblé tout le monde sauf moi, prétendant que j'étais trop occupé par le travail pour y assister. Diana a joué son rôle à la perfection, alternant entre les larmes et la gratitude en décrivant comment la vente de ma maison lui sauverait la vie. Jake a fourni un témoignage de soutien sur l'urgence et la légitimité de la dette. Margaret, que Dieu la bénisse, a posé la question évidente, et si Sean n'est pas d'accord? Robert s'était préparé à ce moment, expliquant que je gagnais assez d'argent pour acheter facilement une autre maison, alors que Diana faisait face à un danger physique immédiat. Il a dépeint mes objections potentielles comme égoïstes et à courte vue, la réponse de quelqu'un qui valorisait la propriété plus que la sécurité de la famille. Oncle Marcus et tante Hélène étaient présents à cette réunion, fournissant des témoins adultes du désespoir apparent de Diana. Ils sont partis convaincus que l'on demandait à Sean de faire un sacrifice raisonnable pour sauver la vie de sa sœur. Quand ils ont accepté d'assister à la fête de Noël de ce soir, ils s'attendaient à assister à mon acceptation gracieuse d'une situation déjà résolue. Cousin Bradley et sa femme Jessica ont reçu des explications similaires. Bien que Robert ait souligné différents aspects pour différents publics, pour Bradley, il s'agissait de loyauté familiale et de se serrer les coudes en temps de crise. Pour Jessica, il s'agissait de protéger une jeune femme contre des hommes dangereux qui la menaçaient physiquement. Le réseau de manipulation s'étendait au-delà de la famille immédiate. Diana avait partagé des versions soigneusement éditées de son histoire avec des amis du travail, des membres de l'église et des voisins. Dans chaque version, elle était la victime de circonstances indépendantes de sa volonté, et j'étais le frère riche qui avait besoin d'une légère pression pour faire ce qu'il fallait. Ce soir-là, des dizaines de personnes croyaient comprendre parfaitement la situation. Le casier judiciaire de Jake était quelque chose qu'aucun de nous n'a découvert que bien plus tard. Il avait orchestré des stratagèmes similaires dans le Nevada et en Californie, utilisant des relations amoureuses pour manipuler les familles afin qu'elles paient des dettes de jeu souvent gonflées ou entièrement fabriquées. Son mode opératoire consistait à identifier des femmes ayant des liens familiaux avec des biens immobiliers ou des économies, à encourager leurs activités de jeu, puis à créer des situations de crise nécessitant une intervention familiale. L'addiction de Diana a progressé exactement comme Jake l'avait prévu. Ses premiers gains étaient réels, conçus pour renforcer sa confiance et augmenter sa volonté de prendre de plus grands risques. Les jeux clandestins étaient soigneusement gérés pour s'assurer que les nouveaux venus talentueux comme Diana finiraient par perdre bien plus qu'ils ne pouvaient se le permettre. Les créanciers dangereux faisaient partie du même réseau, jouant leur rôle à la perfection quand venait le temps de collecter. L'aspect le plus déchirant était la croyance sincère de Diana qu'elle se protégeait, ainsi que sa famille, en suivant le plan de Jake.
Elle s'était convaincue que ma maison était un petit prix à payer pour sa sécurité et que je comprendrais une fois qu'elle m'aurait tout expliqué correctement. Jake avait réussi à lui faire voir elle-même comme une victime qui méritait d'être sauvée plutôt que comme quelqu'un qui avait fait des choix destructeurs. Debout dans ce salon, regardant le sourire triomphant de Diana, j'ai réalisé qu'elle n'avait toujours aucune idée à quel point elle avait été utilisée. La manipulation de Jake était si profonde que Diana croyait sincèrement que cette trahison était justifiée et nécessaire. Elle se voyait comme l'héroïne de cette histoire, quelqu'un qui avait trouvé un moyen de résoudre ses problèmes sans accabler sa famille de paiements continus ou de risques. Mais demain matin, Diana découvrirait que ses problèmes étaient loin d'être résolus. L'argent que Robert pensait lui donner était aussi faux que tous les autres aspects de cette tromperie élaborée, et les véritables conséquences de ses choix étaient sur le point de s'abattre sur toutes les personnes impliquées. L'horloge de grand-père dans le coin a sonné 8 fois alors que je continuais d'absorber toute l'étendue de leur trahison orchestrée. Chaque carillon ressemblait à une autre révélation se mettant en place, peignant un tableau de tromperie qui allait bien plus loin que le simple désespoir ou une loyauté familiale mal avisée. Depuis 2 semaines, Robert utilisait sa clé de rechange de ma maison sous le prétexte de la montrer à un acheteur sérieux. J'avais fait entièrement confiance à mon père lorsqu'il m'avait appelé pour m'expliquer qu'un certain Thomas était intéressé par l'achat d'une propriété dans le quartier et voulait visiter plusieurs maisons pendant que j'étais au travail. Robert m'avait assuré que l'acheteur était préqualifié et réellement motivé, cherchant juste la bonne opportunité. Ce que je n'avais pas dit à Robert, c'est que Thomas était en réalité mon partenaire commercial, Thomas Miller, utilisant un faux nom à ma demande spécifique. J'avais demandé à Thomas de se faire passer pour un acheteur potentiel pour m'aider à comprendre ce que ma famille pouvait bien manigancer. Chaque visite avait été soigneusement documentée, Thomas enregistrant les commentaires de Robert et prenant des notes détaillées sur la tromperie au fur et à mesure qu'elle se déroulait. Le scandale de la signature falsifiée était plus élaboré que je ne l'avais initialement pensé. Robert avait obtenu des exemples de documents au bureau du greffier du comté, étudiant mon style de signature pendant des semaines avant de tenter de la reproduire. Il s'était entraîné sur des dizaines de feuilles de papier, s'améliorant progressivement à imiter mon écriture. Les documents préliminaires qu'il avait soumis prétendaient que je voyageais beaucoup pour le travail et que j'avais donné une autorisation verbale pour la vente. L'implication de Margaret dans la conspiration était peut-être l'aspect le plus douloureux à accepter. Ma mère avait toujours été la boussole morale de notre famille, la personne qui insistait sur l'honnêteté et l'intégrité en toutes circonstances. Apprendre qu'elle était non seulement au courant du plan de Robert, mais qu'elle le soutenait activement, a brisé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de qui elle était. La réunion de famille de la semaine dernière avait été encore plus calculée que je ne l'avais d'abord compris. Robert avait préparé une présentation détaillée avec des documents imprimés montrant la dette de Diana, des témoignages sur la légitimité des créanciers et des projections financières prouvant que je pouvais me permettre de remplacer facilement la maison. Il avait recherché des propriétés comparables dans de meilleurs quartiers, arguant que perdre ma maison me forcerait en fait à améliorer ma situation de vie. Le rôle de Diana dans cette réunion était particulièrement manipulateur. Elle avait apporté des photos des dommages causés à sa voiture, affirmant que des créanciers l'avaient vandalisée en guise d'avertissement. Elle avait montré des SMS menaçant de conséquences croissantes si le paiement n'était pas reçu avant le jour de Noël. Jake avait soutenu son témoignage avec ses propres preuves, y compris des cartes de visite des créanciers et des documents sur les conditions de la dette. Oncle Marcus et tante Hélène ont quitté cette réunion complètement convaincus qu'ils aidaient à prévenir une tragédie familiale. Marcus a offert de contribuer $5 000 de ses économies de retraite, tandis qu'Hélène s'est portée volontaire pour héberger Diana dans leur chambre d'amis si elle avait besoin de se faire discrète après le règlement de la dette. Leur compassion sincère était instrumentalisée contre leur propre neveu. Cousin Bradley a adopté une approche plus pratique, proposant de m'aider à trouver un nouvel endroit où vivre et offrant sa camionnette pour le jour du déménagement. Sa femme Jessica a fait des recherches sur des complexes d'appartements près de mon bureau, préparant une liste de recommandations pour des propriétés qui seraient disponibles en janvier. Ils ont consacré leur propre temps et leur énergie à se préparer à m'aider à faire face à des conséquences qu'ils croyaient inévitables et justifiées. Le réseau familial élargi a bourdonné d'activités toute la semaine. Appels téléphoniques, SMS et conversations privées ont tous renforcé le récit selon lequel Shaun devait prendre ses responsabilités et sauver Diana d'une situation dangereuse. Le jour de Noël, plus de 20 personnes croyaient comprendre toute l'histoire et étaient prêtes à assister à mon acceptation gracieuse de la décision de la famille. Les recherches juridiques de Robert avaient été étonnamment approfondies. Il avait découvert que la loi de l'État de l'Arizona autorisait les ventes de biens immobiliers d'urgence dans des circonstances spécifiques impliquant des membres de la famille en danger.
Les exigences en matière de documentation étaient complexes mais gérables si quelqu'un était prêt à commettre une fraude. Robert s'est convaincu que les circonstances justifiaient la tromperie et que je finirais par lui pardonner d'avoir sauvé la vie de Diana. L'acheteur au comptant, Thomas, avait établi une trace écrite convaincante au cours du mois dernier. Des relevés bancaires montrant des fonds suffisants, des lettres de préapprobation de sociétés de prêts hypothécaires et des références de transactions immobilières antérieures, tout cela soutenait sa crédibilité. Robert n'a jamais soupçonné que chaque document était soigneusement fabriqué par mon véritable partenaire commercial, qui se trouvait être un avocat agréé spécialisé en droit immobilier. La virée shopping de Diana avait commencé hier matin, quelques heures avant la fête de Noël en famille. Elle a utilisé l'avance de l'acheteur pour acheter des cadeaux coûteux pour tout le monde sauf moi, estimant que je ne méritais pas de cadeaux après avoir été forcé de l'aider. Elle a acheté une nouvelle montre à Robert, un ensemble de bijoux à Margaret, et des vêtements de marque pour elle-même. Les sacs de courses empilés dans sa chambre représentaient des milliers de dollars qu'elle croyait désormais avoir à sa disposition. La célébration de Jake était encore plus prématurée. Il avait déjà contacté ses propres créanciers, promettant un paiement intégral avant le 26 décembre et négociant des délais prolongés sur la base des ressources familiales de Diana. Jake a passé l'après-midi d'hier chez un concessionnaire de voitures de luxe, versant un acompte sur une BMW plus récente avec l'argent qu'il s'attendait à recevoir de l'aubaine familiale de Diana. Les faux documents de clôture étaient des chefs-d'œuvre de tromperie. Thomas avait préparé des contrats indiquant un prix de vente de 38 000 $ à Thomas, avec des rapports d'inspection, des recherches de titres et des déclarations de clôture. Robert a étudié ces documents pendant des heures, convaincu d'avoir réussi à naviguer dans des exigences légales complexes tout en protégeant Diana d'un danger réel. L'aspect le plus cruel était le timing. Robert a choisi le jour de Noël spécifiquement parce qu'il savait que je serais émotionnellement vulnérable et entouré de membres de la famille qui soutenaient la décision. Il croyait que la pression publique et le sentimentalisme des fêtes l'emporteraient sur toutes les objections que je pourrais soulever. Le cadre de Noël était conçu pour faire paraître ma colère potentielle égoïste et inappropriée. Les membres de la famille élargie avaient été soigneusement briefés sur leur rôle dans la révélation de ce soir. Tante Hélène a préparé des mots réconfortants sur le sacrifice familial tandis qu'oncle Marcus a répété des explications sur les raisons pour lesquelles cette décision avait un sens financier. Cousin Bradley a répété des offres pour m'aider à m'adapter à ma nouvelle situation. Chacun avait un script conçu pour gérer ma réaction émotionnelle attendue. La date limite des créanciers était réelle, mais pas de la manière que l'on pensait. Les dettes de jeu de Jake étaient en effet dues avant le 26 décembre, mais la part de l'obligation de Diana était considérablement plus petite que ce qui était prétendu. Jake avait gonflé les chiffres et créé une urgence fictive pour manipuler le calendrier. Les hommes dangereux étaient principalement des produits de l'imagination de Jake, conçus pour terroriser Diana et sa famille et les pousser à une action désespérée. Derrière mon sourire, j'étais en fait impressionné par la sophistication de leur tromperie. Robert avait fait preuve de compétences en recherche et d'une attention aux détails que je ne lui connaissais pas. Les talents d'actrice de Diana étaient vraiment impressionnants, en particulier sa capacité à pleurer sur commande et à maintenir des mensonges cohérents au fil de multiples conversations. La manipulation de Jake était criminelle mais indéniablement habile. L'ironie, c'est que pendant qu'ils orchestraient cette trahison élaborée, la valeur de ma propriété venait d'augmenter de façon spectaculaire. Hier après-midi, la commission d'urbanisme de la ville avait approuvé les plans préliminaires du complexe commercial, et ma modeste maison valait maintenant plus de 400 000 $. Le projet de développement sur lequel j'avais travaillé pendant 18 mois devenait enfin une réalité. L'appel téléphonique de Thomas hier soir m'avait apporté la nouvelle que j'espérais entendre depuis plus d'1 an. Shaun, c'est officiel. Le centre commercial Pinnacle est approuvé et ta propriété est le point zéro du magasin principal. On parle d'une augmentation de valeur de plus de 1000%. Ton grand-père serait fier. Mais personne dans cette pièce ne comprenait ce qu'ils avaient réellement essayé de vendre. Ils célébraient le vol de ce qu'ils croyaient être une modeste maison dans un quartier en déclin, complètement inconscients qu'ils avaient tenté de voler une propriété valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. En regardant les visages suffisants qui m'entouraient, j'ai réalisé que ce moment serait la dernière fois que l'un d'entre eux se sentirait supérieur à moi. Dans environ 10 minutes, leur monde allait s'effondrer si complètement qu'ils passeraient des mois à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Diana s'est approchée, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Ne t'inquiète pas, grand frère. Peut-être que cela t'apprendra à faire passer la famille en premier. Et qui sait, peut-être que tu nous remercieras même un jour quand tu réaliseras que nous t'avons rendu service. » J'ai continué à sourire,
sachant que Diana était sur le point d'apprendre la différence entre la loyauté familiale et la destruction familiale, et qu'elle allait l'apprendre devant tout ce qu'elle avait manipulé pour soutenir sa trahison. La confiance de Diana a atteint son apogée alors qu'elle commençait à prononcer ce qu'elle croyait clairement être le coup de grâce pour mon ego soi-disant fragile. Elle s'est positionnée directement en face de moi, les mains sur les hanches, avec Jake flanquant son côté droit comme un garde du corps. Robert s'est déplacé à sa gauche, créant un triangle d'accusateurs, tandis que le reste de la famille se rassemblait derrière eux en un demi-cercle de victoire anticipée. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Shaun », commença Diana, sa voix portant le ton condescendant de quelqu'un qui croyait détenir tout le pouvoir. « Cette petite maison dont tu es si fier, celle que tu as héritée de grand-père Édouard. Nous avons fait nos recherches, et elle vaut peut-être 40 000 $ un bon jour. Le quartier s'effondre. La fondation a des fissures. Et le toit a besoin d'être remplacé d'ici 2 ans. » Jake hocha la tête avec enthousiasme, s'avançant pour soutenir le récit de Diana. « Je suis dans l'immobilier depuis des années, ment-il sans embâche. Et cette propriété est ce que nous appelons un gouffre financier. Shaun ici aurait probablement dû faire face à 20 000 $ de réparation juste pour la rendre habitable. Nous lui avons en fait rendu service en trouvant un acheteur prêt à payer 38 000 $ pour ce taudis. » Robert s'éclaircit la gorge, se préparant à livrer son propre discours de justification. « Fils, je sais que cela semble dur, mais Diana faisait face à un réel danger. Ces gens ne plaisantent pas quand il s'agit de recouvrer des dettes. Nous devions agir vite, et franchement, tu as été trop occupé par ton travail de luxe pour prêter attention à ce qui se passe dans ta famille. » Margaret est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, l'air nerveux mais déterminé. « Shaun, chérie, nous ne voulions pas que ça se passe comme ça. Mais quand ta sœur a appelé en pleurant, disant que des hommes la suivaient, interrogeant les voisins sur son emploi du temps, nous savions que nous devions faire quelque chose. Cette maison était juste vide la moitié du temps de toute façon. Les membres de la famille élargie ont commencé à intervenir avec leurs déclarations de soutien préparées. Tante Hélène s'est avancée, sa voix douce mais ferme. « Parfois, la famille signifie faire des sacrifices, mon cher. Ton grand-père aurait voulu que tu aides Diana dans son moment de besoin. La propriété peut être remplacée, mais la famille est éternelle. » Oncle Marcus hocha la tête gravement. « J'ai proposé de contribuer avec mes propres économies, Shaun, mais ce n'était pas suffisant. Ta maison était le seul atout assez précieux pour résoudre ce problème complètement. Diana aurait pu être gravement blessée si nous n'avions pas agi rapidement. » Cousin Bradley s'est joint au cœur, son ton pratique et raisonnable. « Écoute, tu gagnes bien ta vie dans l'immobilier. Tu peux acheter une autre maison, probablement une meilleure, d'ici 1 an ou 2. Diana n'a pas ce genre d'option ou d'opportunité. Il s'agissait de protéger quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger elle-même. » Jessica, la femme de Bradley, a ajouté sa perspective avec une répétition évidente. « Nous avons cherché de jolis appartements près de ton bureau, Shaun. Des immeubles modernes avec des systèmes de sécurité et des commodités que cette vieille maison n'a jamais eues. Peut-être que ce changement améliorera en fait ta qualité de vie. » Le sourire de Diana s'est élargi alors qu'elle regardait le soutien familial se construire autour de sa position. « Tu vois, grand frère, tout le monde comprend ce qu'est la vraie loyauté familiale. Tout le monde sauf toi. Apparemment, tu as été tellement concentré sur ta carrière et ta précieuse propriété que tu as oublié les gens qui comptent vraiment. » Jake a décidé d'intensifier l'attaque, sa voix prenant un ton plus agressif. « Honnêtement, Shaun, ton attitude envers Diana a été assez égoïste dernièrement. Quand elle t'a appelé à l'aide, tu lui as en gros dit de se débrouiller toute seule. Quel genre de frère fait ça? Quel genre d'homme abandonne sa sœur quand elle fait face à un danger réel? » Les accusations ont continué à prendre de l'ampleur alors que d'autres parents se sont joints à la mêlée. Cousine Rachel a exprimé sa déception face à mon manque de compassion. Tante Suzanne s'est demandé si grand-père Édouard serait fier de mon comportement égoïste. Oncle David a suggéré que peut-être perdre la maison m'apprendrait des leçons importantes sur le fait de faire passer la famille en premier. Robert a sorti un dossier contenant les faux documents de clôture, les étalant sur la table basse avec une importance cérémonielle. Tout est légal et définitif, Shaun. Thomas est à payer comptant, 38 000 $, que nous avons déjà utilisé pour régler complètement la dette de Diana. Les papiers sont déposés au comté, et le nouveau propriétaire prend possession le 1er janvier. Diana a pris l'un des documents, l'agitant triomphalement. « Regardez ça, tout le monde.
des documents de vente officiels avec la signature de Shaun autorisant la transaction. Papa a été assez malin pour obtenir des conseils juridiques et suivre toutes les procédures appropriées. Ce n'est pas une combine familiale. C'est une affaire légitime. Jake s'est penché plus près, sa voix baissant jusqu'à ce qu'il pensait probablement être un murmure menaçant. Et avant que tu ne commences à penser à créer des problèmes, Shaun, souviens-toi que les créanciers de Diana attendent leur paiement demain. Si quoi que ce soit arrive pour perturber ce paiement, ils vont être très mécontents. Et les créanciers mécontents s'en prennent parfois à des familles entières. La manipulation atteignait son paroxysme alors que Diana se préparait à livrer ce qu'elle croyait être le coup final. La vérité, Shaun, c'est que tu n'as jamais mérité cette maison de toute façon. Grand-père Edward te l'a laissée parce qu'il avait pitié de toi, pas parce que tu l'avais mérité. Tu as toujours été le gamin bizarre qui passait trop de temps à lire au lieu de se faire des amis. Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est que de recommencer à zéro. Margaret a eu un léger hoquet face à la cruauté de Diana, mais elle n'est pas intervenue. Robert a froncé les sourcils, mais est resté silencieux, apparemment prêt à tolérer la méchanceté de Diana si elle servait leur objectif plus large. Les membres de la famille élargie se sont agités inconfortablement, commençant à sentir que le triomphe de Diana prenait un ton inutilement cruel. Mais Diana n'avait pas terminé. Elle s'était clairement préparée à ce moment depuis des semaines, et elle avait l'intention de savourer chaque seconde de ma supposée humiliation. Tu sais quelle est la meilleure partie? Demain matin, quand tu passeras devant et que tu verras un panneau vendu dans le jardin, tu comprendras enfin qu'être intelligent ne te rend pas spécial. Que avoir un bon travail ne te rend pas meilleur que nous autres. Que parfois, les gens que tu crois inférieurs sont en fait ceux qui détiennent tout le pouvoir. Jake a applaudi le discours de Diana, ses applaudissements lents et moqueurs. Magnifique, bébé. Absolument magnifique. Shaun ici pensait qu'il était si malin, assis dans sa petite maison à faire ses affaires immobilières, regardant tout le monde de haut. Il s'avère qu'il est juste un autre gars qui a tout perdu parce qu'il a oublié d'où il venait. La pièce est tombée dans le silence alors que Diana et Jake se délectaient de ce qu'ils croyaient être une victoire complète. Robert a étudié mon visage, s'attendant clairement à une sorte de dépression émotionnelle ou d'explosion de colère. Margaret a tordu nerveusement son torchon, commençant peut-être à regretter la cruauté de la présentation de Diana. Les membres de la famille élargie semblaient mal à l'aise avec le ton vindicatif que la révélation avait pris. Et à travers tout cela, je n'ai cessé de sourire. Avez-vous terminé? Ai-je demandé calmement, ma voix ne portant aucune de la dévastation qu'il s'attendait à entendre. La confiance de Diana a légèrement vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire, terminé? Nous venons de te dire que tu as perdu ta maison. Ce n'est pas une conversation, Shaun. C'est nous qui t'informons de ce qui s'est déjà passé. Je comprends ce que vous pensez qu'il s'est passé, ai-je répondu, mon sourire s'élargissant. Je me demande juste si vous avez complètement fini de l'expliquer parce que j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec tout le monde. Jake s'est approché, essayant clairement de m'intimider. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à partager? Tu viens de tout perdre, mec. La chose intelligente à faire serait de l'accepter avec grâce et de trouver comment avancer dans ta vie. J'ai regardé le cercle de visages, observant leur mélange de suffisance, de nervosité et d'attente. Vous voulez savoir ce qui est drôle dans tout ça? Rien dans tout ça n'est drôle, a dit fermement Robert. Il s'agit de responsabilité familiale et de faire ce qui est nécessaire pour protéger les gens que nous aimons. Oh, mais si, c'est drôle, ai-je continué, ma voix restant parfaitement calme. C'est drôle parce que vous célébrez tous la vente d'une maison qui n'a jamais été légalement la mienne pour commencer. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. L'expression triomphante de Diana a commencé à se fissurer sur les bords. Le sourire arrogant de Jake a visiblement vacillé. La posture confiante de Robert s'est raidie alors que la confusion remplaçait la certitude. De quoi tu parles? A exigé Diana, mais sa voix avait perdu une partie de son venin précédent. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti mon téléphone. Vous voulez savoir ce qui est vraiment drôle? La maison que vous avez vendue est en fait détenue dans une fiducie irrévocable que grand-père Edward a créée avant de mourir. Je suis le bénéficiaire, mais je ne suis pas le propriétaire légal avant d'avoir 35 ans. Le silence s'est prolongé alors que les implications commençaient à s'imposer. Le visage de Margaret est devenu pâle. La bouche de Robert s'est ouverte et fermée sans émettre de son. Diana avait l'air d'avoir été giflée. Ce qui signifie, ai-je poursuivi d'un ton conversationnel,
que tout ce que vous venez de faire était complètement illégal. Robert a falsifié des signatures sur des documents pour une propriété qu'il n'avait absolument aucune autorité de vendre. Diana a dépensé de l'argent qui n'existe pas, et Jake ici a orchestré une escroquerie qui va probablement intéresser des gens très sérieux. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Le carillon de la sonnette a traversé le silence stupéfait comme une lame, et je pouvais voir la confusion se répandre sur leur visage alors que la réalité commençait à fissurer leur façade de confiance. Le sourire triomphant de Diana avait complètement disparu, remplacé par le genre d'incertitude blême qui vient quand quelqu'un réalise qu'il a commis une erreur catastrophique. « Ce doit être Thomas », ai-je annoncé joyeusement, me dirigeant vers la porte d'entrée. Mon véritable partenaire commercial, que vous connaissez sous le nom de Thomas, est l'acheteur qui vient d'acheter ma maison. Bien que je pense que vous trouverez son vrai nom assez intéressant. J'ai ouvert la porte pour révéler Thomas Miller, mon partenaire chez Miller & Associates Real Estate Development. Il portait une mallette et arborait le genre de sourire professionnel que les avocats utilisent lorsqu'ils sont sur le point de livrer des nouvelles dévastatrices. Derrière lui se tenaient deux autres hommes en costume d'affaires, tous deux porteurs de documents juridiques. « Bonsoir, Shawn », a dit Thomas assez fort pour que tout le monde dans le salon entende clairement. « J'ai apporté les contrats et la documentation que vous avez demandé. Je pense que votre famille les trouvera assez instructifs. » La voix de Diana est sortie comme à peine un murmure. « Qui est-ce ? Permettez-moi de faire les présentations appropriées, ai-je dit, faisant signe à Thomas d'entrer. Tout le monde, voici Thomas Miller, mon partenaire commercial et avocat. Thomas, voici ma famille. Les personnes qui viennent de tenter de vendre une propriété qu'elles ne possèdent pas à un acheteur qui n'existe pas, Thomas a posé sa mallette sur la table basse, écartant les faux documents de clôture de Robert. Bonsoir, tout le monde. Je travaille avec Shawn depuis un mois pour documenter ce qui semble être un montage frauduleux élaboré. Je dois dire que le niveau de détail de votre tromperie a été assez impressionnant. Le visage de Robert était devenu d'une nuance alarmante de rouge. De quoi parlez-vous ? Nous vous avons vendu la maison, Thomas. Vous avez payé 38 000 $ en espèces. Thomas a ri, pas méchamment, mais avec l'amusement professionnel de quelqu'un qui a l'habitude de traiter avec des criminels confus. Je crains qu'il n'y ait eu un malentendu, monsieur. Mon nom est Thomas Miller, pas. Je n'ai jamais rien acheté de vous, et l'argent que vous croyez avoir reçu faisait partie d'un processus de documentation élaboré conçu pour enregistrer vos activités criminelles. L'un des hommes que Thomas avait amené a ouvert sa mallette et a commencé à disposer des documents. Ce sont des copies de tous les enregistrements, photographies et documents que nous avons recueillis au cours des 2 dernières semaines. Chaque conversation, chaque signature falsifiée, chaque fausse déclaration a été soigneusement conservée. Les jambes de Margaret ont flanché et elle s'est effondrée sur la chaise la plus proche. Des enregistrements ? Vous nous avez enregistrés ? L'Arizona est un État où le consentement d'une seule partie est requis, a expliqué patiemment Thomas. Shawn était légalement autorisé à enregistrer toute conversation à laquelle il participait et à documenter toute activité criminelle dirigée contre sa propriété. Nous avons tout, des premières demandes de renseignements de Robert sur la vente de la maison de quelqu'un d'autre aux confessions détaillées de Diana sur les dettes de jeu, Jake, qui était de plus en plus silencieux, a soudainement explosé. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées sans que les gens le sachent. C'est un piège ou quelque chose comme ça. Le deuxième homme que Thomas avait amené s'est avancé, se présentant avec une autorité calme. Détective Rodriguez, police de Phoenix, unité des crimes financiers. En fait, monsieur, tout ce qui est documenté ici est complètement légal. Ce qui n'est pas légal, c'est de tenter de vendre une propriété au moyen de documents falsifiés, ce qui constitue de multiples accusations de crime. La pièce a éclaté dans le chaos. Diana a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées pendant des semaines. C'étaient les sanglots paniqués de quelqu'un qui réalise que son monde s'effondre. Jake a commencé à reculer vers la sortie la plus proche, ses instincts de survie l'emportant enfin sur son arrogance. Robert s'est assis lourdement, fixant les documents juridiques étalés sur sa table basse. « Attendez, attendez, attendez », balbutia Diana à travers ses larmes. « Ça ne peut pas arriver, papa. Tu as dit que c'était légal. Tu as dit que tu avais vérifié avec des avocats et que tout était en règle. » Thomas a ouvert un autre dossier, révélant une documentation supplémentaire. « Votre père a bien consulté des avocats,
mais il a menti sur les circonstances et son autorité légale. Franklin & Associates ont fourni des conseils sur les ventes de biens immobiliers d'urgence, mais ils avaient l'impression que Robert avait une procuration ou une tutelle sur son fils, ce qui n'était pas vrai. Le détective Rodriguez a commencé à expliquer la situation juridique avec une efficacité routinière. Tenter de vendre une propriété sans autorisation légale constitue une fraude au premier degré. Falsifier des signatures sur des documents juridiques constitue un vol d'identité et une fraude documentaire. Utiliser des documents frauduleux pour obtenir de l'argent ou des biens ajoute des charges supplémentaires pour vol et complot. Oncle Marcus a été le premier à retrouver sa voix parmi les membres de la famille élargie. Shaun, tu n'as sûrement pas l'intention de porter plainte contre ton propre père. Tout cela n'était qu'un malentendu motivé par l'inquiétude pour la sécurité de Diana. En fait, ai-je répondu, ma voix toujours calme, mais portant une nouvelle fermeté. Les préoccupations de sécurité étaient en grande partie fictives. Thomas, voudriez-vous expliquer ce que nous avons découvert sur les créanciers de Diana? Thomas a sorti un autre jeu de documents, son expression devenant plus sérieuse. Notre enquête a révélé que les dettes de jeu de Diana étaient considérablement plus faibles que ce qui était prétendu, et les créanciers beaucoup moins dangereux que dépeints. Jake ici a gonflé les chiffres et créé une urgence fictive pour manipuler le calendrier. Jake avait atteint le couloir d'entrée, prévoyant clairement de filer vers la porte. Le détective Rodriguez a parlé sans le regarder. M. Patterson, je ne vous recommanderais pas de partir tout de suite. Nous avons quelques questions sur vos activités dans le Nevada et en Californie, où des stratagèmes de fraude similaires ont été signalés impliquant des toxicomanes au jeu et leurs familles. Jake s'est figé sur place, son visage passant par plusieurs émotions avant de se fixer sur la résignation blême de quelqu'un dont le passé criminel l'avait enfin rattrapé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, vraiment. Le détective Rodriguez a consulté ses notes. Parce que nous avons été en contact avec la police de Las Vegas au sujet de la famille Henderson et le bureau du shérif du comté de Sacramento au sujet de la famille Williams. Les deux cas impliquent de jeunes femmes ayant des problèmes de jeu, dont les familles ont été manipulées pour payer des dettes gonflées par le biais de fraudes immobilières. Les sanglots de Diana se sont intensifiés alors que l'ampleur de sa manipulation devenait claire. Jake, de quoi parle-t-il? Tu as dit que tu essayais de m'aider. Tu as dit que les créanciers étaient réels et dangereux. Le sang-froid de Jake s'est complètement effondré. Bébé, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. Ouais, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré certaines choses, mais ces dettes sont toujours réelles. Tu dois toujours de l'argent, et j'essayais de t'aider à trouver un moyen de le rembourser. Thomas a de nouveau consulté sa documentation. En fait, les dettes de jeu légitimes de Diana s'élèvent à environ $8 000, et non $35 000. La majorité de la dette réclamée était fictive, créée pour justifier l'urgence et l'ampleur de la réponse de la famille. La révélation a frappé Diana comme un coup physique. Elle avait trahi toute sa famille, détruit des relations qui avaient mis des décennies à se construire, et participé à des crimes graves, tout cela pour payer des dettes fictives qui existaient principalement dans l'imagination de Jake. La voix de Robert est sortie comme un murmure brisé. 8 000, nous aurions pu payer 8 000. Nous aurions pu gérer ça sans. Il a fait un geste impuissant vers les documents juridiques éparpillés sur sa table. Mais cela n'aurait pas résolu les problèmes de Jake, ai-je expliqué. Jake devait de l'argent réel à de vrais créanciers, et il avait besoin des ressources familiales de Diana pour régler ses propres dettes. Le stratagème élaboré ne visait pas à protéger Diana. Il visait à utiliser Diana pour protéger Jake. La voix de Margaret était à peine audible. Shaun, que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces preuves? J'ai regardé les visages dévastés des membres de ma famille, pesant leur remords sincère contre l'ampleur de leur trahison. Cela dépend entièrement de ce qui se passera ensuite. Diana, es-tu enfin prête à admettre que tu as une dépendance au jeu et à obtenir de l'aide professionnelle? Diana a hoché la tête frénétiquement à travers ses larmes. Oui, je ferai tout ce qu'il faudra. Je suis tellement désolé, Shaun. Je n'avais aucune idée que Jake mentait sur tout. Je pensais que je me protégeais, ainsi que la famille. Robert, ai-je continué. Es-tu prêt à reconnaître que tu as commis des crimes graves et participé à un complot pour escroquer ton propre fils? Les épaules de mon père se sont affaissées sous le poids de sa honte. Je pensais que je sauvais la vie de Diana. Je me suis convaincu que tu comprendrais éventuellement. Je me suis trompé sur tout. Et Jake,
ai-je dit, me tournant vers l'homme qui avait orchestré tout ce cauchemar. As-tu quelque chose à dire avant que le détective Rodriguez ne te place en état d'arrestation? La dernière tentative désespérée de Jake a été de rejeter entièrement la faute sur Diana. Écoutez, je ne l'ai jamais forcé à jouer. Je ne l'ai jamais forcé à accumuler des dettes. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de l'aider à trouver une solution quand elle était dépassée. Si sa famille a choisi de commettre des crimes pour l'aider, ce n'est pas ma responsabilité. L'insensibilité de la réponse de Jake a semblé choquer même Diana, la sortant de son apitoiement. Elle le fixa avec une prise de conscience croissante que chaque mot qu'il avait prononcé, chaque promesse qu'il avait faite, chaque geste d'amour et de soutien avait été une manipulation calculée, conçue pour exploiter ses faiblesses et la loyauté de sa famille. Le détective Rodriguez s'est avancé avec des menottes. Jake Patterson, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, vol d'identité et violation des lois sur le commerce interétatique liées à des stratagèmes frauduleux. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que les droits de Jake lui étaient lus, j'ai regardé les membres de ma famille, voyant un remords sincère et une compréhension naissante sur leur visage. La question maintenant était de savoir s'ils pourraient reconstruire à partir des décombres de leurs erreurs, ou si ce jour de Noël marquerait la destruction permanente de nos liens familiaux. Mais avant que le pardon puisse commencer, la justice devait être rendue complètement. Alors que le détective Rodriguez conduisait Jake vers la porte d'entrée menottée, la fête de Noël s'est désintégrée autour de nous comme une boule à neige de Noël qui aurait été lâchée et brisée. Les membres de la famille élargie ont rassemblé leurs manteaux et leurs cadeaux dans un silence stupéfait, leur enthousiasme antérieur pour ma prétendue déconfiture remplacé par la prise de conscience inconfortable qu'ils avaient été témoins et avaient soutenu un crime grave. Diana était assise, recroquevillée sur la chaise du coin, sa robe de créateur froissée et son maquillage soigneusement appliqué strié de larmes. L'ampleur de sa situation commençait enfin à s'imposer complètement. Non seulement elle avait détruit ses relations avec toutes les personnes qui comptaient pour elle, mais elle avait aussi dépensé de l'argent qui n'avait jamais existé, la laissant plus endettée qu'au début de ce cauchemar. Shaun, murmura-t-elle, sa voix brisée et désespérée. Les cadeaux que j'ai achetés hier, les bijoux, les vêtements, la compte sur la voiture de Jake. J'ai utilisé de l'argent que je croyais réel. Comment vais-je payer tout ça? Thomas a consulté sa documentation, son attitude professionnelle restant stable malgré le drame familial qui l'entourait. Les cartes de crédit que vous avez utilisées annuleront ces frais une fois la fraude signalée, mais les commerçants pourraient engager des poursuites pour recouvrer la marchandise que vous ne pouvez pas retourner. Votre situation financière est en fait pire maintenant qu'il y a 2 semaines. Margaret se tenait à l'entrée de la cuisine, serrant toujours son torchon comme une bouée de sauvetage. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment tout a-t-il pu mal tourner si vite? Shaun, je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être, mais c'est toujours ta famille. Il doit y avoir un moyen de réparer ça. Robert n'avait pas bougé de sa position près de la table basse, fixant les documents juridiques qui prouvaient son comportement criminel. J'ai tout détruit, marmonna-t-il, sa voix creuse de désespoir. 35 ans de mariage, ma relation avec mon fils, ma réputation dans la communauté, tout est parti parce que j'ai cru au mensonge de cette fille. Oncle Marcus et tante Hélène se sont approchés de moi avec hésitation, leur confiance antérieure à soutenir la cause de Diana complètement évaporée. Shaun, dit Marcus prudemment. Nous n'avions aucune idée que tout cela était basé sur des mensonges. Si nous avions su que Jake manipulait Diana et tes parents, nous n'aurions jamais soutenu la vente de ta maison. Mais vous l'avez soutenu, ai-je répondu, ma voix non pas en colère mais factuelle. Vous avez écouté une seule version de l'histoire, fait des suppositions sur ma personnalité et mes motivations, et rejoint un complot pour m'escroquer une propriété valant des centaines de milliers de dollars. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'est toujours l'enfer. Cousins Bradley et Jessica rassemblaient les cadeaux de leurs enfants, voulant clairement échapper à l'atmosphère toxique le plus rapidement possible. Nous devrions y aller, annonça Bradley à personne en particulier. Les enfants n'ont pas besoin de voir plus de ça. Alors que les membres de la famille élargie sortaient, chacun offrant des excuses maladroites ou des silences inconfortables, la véritable ampleur des conséquences sociales est devenue claire. La nouvelle des événements de ce soir se répandrait dans leur église, leur quartier et leurs cercles sociaux en quelques jours. La réputation de Robert en tant qu'homme décent et travailleur serait remplacée par des chuchotements sur la fraude et la trahison familiale. Le détective Rodriguez est revenu après avoir sécurisé Jake et sa voiture de patrouille, sortant un carnet pour commencer à documenter les déclarations des membres restants de la famille.
Je dois informer tout le monde ici de la situation juridique à laquelle vous êtes confronté. Robert, votre tentative de fraude immobilière et de falsification de documents constitue de multiples accusations de crime. Diana, votre participation au complot et votre utilisation de fonds frauduleux créent une exposition juridique supplémentaire. Les pleurs de Diana se sont intensifiés alors que les implications criminelles devenaient claires. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais aller en prison? Je ne savais pas que l'argent n'était pas réel. Je pensais que papa avait réellement vendu la maison de Shaun légalement. L'ignorance de la loi n'est pas une défense complète, a expliqué le détective Rodriguez. Mais votre niveau de connaissance et d'intention sera pris en compte si des accusations sont déposées. Cependant, les procureurs voudront une coopération concernant les autres victimes de GEC en échange de toute clémence. Thomas a ouvert un autre dossier, révélant une documentation supplémentaire qui a fait pâlir les visages de tout le monde. Il y a un autre problème que nous devons aborder. La propriété que vous avez tenté de vendre vaut maintenant environ 400 000 $ en raison du développement du centre commercial Pinacle qui a été approuvé hier. Le silence qui a suivi était assourdissant. La tentative de vol de Robert n'était pas celle d'une modeste maison valant 38 000 $, mais d'une propriété valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. L'ampleur de leur crime intentionnel venait d'augmenter de plus de 10 fois ce que quiconque avait imaginé. 400 000 $, murmura Margaret, son visage devenant complètement blanc. Shaun, cette maison vaut 400 000 $. En fait, elle vaut probablement plus que ça une fois que la construction commencera, ai-je répondu calmement. Grand-père Édouard était au courant des possibilités de développement quand il m'a laissé la propriété. Il a passé des années à faire des recherches sur les documents d'urbanisme de la ville et à assister à des réunions publiques. Cette maison n'était pas seulement un cadeau sentimental. C'était mon héritage et mon avenir financier. Diana a émis un son étranglé qui était à la fois un sanglot et un hoquet. Gilles nous. Tu as presque perdu un demi-million de dollars à cause de moi. À cause des mensonges que Jack m'a racontés sur une dette qui n'était même pas réelle. Le poids de sa destruction devenait enfin clair. Diana n'avait pas seulement trahi son frère pour de l'argent. Elle avait failli détruire tout son avenir financier sur la base de peurs manipulées et d'une urgence fabriquée. L'ampleur de son erreur dépassait de loin les relations familiales pour atteindre une dévastation financière qui change la vie. Robert se leva lentement, ses mouvements ceux d'un homme qui avait vieilli de plusieurs années au cours de la dernière heure. Shaun, je sais que désolé n'est pas suffisant. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait ou reprendre ce que j'ai failli te coûter. Mais j'ai besoin que tu comprennes que je croyais sincèrement que je sauvais la vie de Diana. Je comprends tes motivations, papa, ai-je répondu, ma voix portant de la tristesse plutôt que de la colère. Mais la motivation ne change pas les conséquences. Tu as fait des recherches sur la façon de falsifier ma signature. Tu as étudié les procédures légales pour vendre la propriété de quelqu'un d'autre. Tu as manipulé les membres de la famille élargie pour qu'ils soutiennent une fraude. Ce n'étaient pas des décisions désespérées prises dans la panique. C'étaient des crimes calculés, planifiés et exécutés sur plusieurs semaines. Margaret a finalement complètement craqué, sa façade composée se fissurant sous le poids de la culpabilité et du regret. Nous avons tout perdu, n'est-ce pas? Notre fils, notre famille, notre réputation. Tout est parti parce que nous avons choisi de croire un criminel plutôt que notre propre enfant. Les décorations de Noël autour de nous semblaient obscènement joyeuses sur fond de destruction familiale. Les lumières scintillantes se reflétaient sur les visages striés de larmes et l'odeur des aiguilles de pain se mêlait au goût amer de la trahison et du regret. Le détective Rodriguez a terminé sa documentation initiale et a fermé son carnet. Shaun, en tant que victime dans cette affaire, vous avez une influence significative sur la manière dont les poursuites se dérouleront. Le procureur voudra savoir si vous avez l'intention de poursuivre toutes les accusations possibles ou si vous êtes intéressé par des accords de plaidoyer qui pourraient impliquer une restitution et un traitement plutôt que des peines de prison maximale. Diana m'a regardé avec un espoir désespéré. Shaun, s'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas la pitié, mais je t'en supplie. S'il y a un moyen de réparer ça sans détruire complètement la vie de maman et papa, s'il te plaît, envisage-le. Je ferai tout ce qu'il faudra. Traitement, service communautaire, n'importe quoi. J'ai regardé l'épave de ma famille, pesant la justice contre la miséricorde, la responsabilité contre le pardon. La décision que je prendrai dans les prochaines minutes déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi s'il existait une possibilité de guérison et de réconciliation éventuelle. Mais avant que la miséricorde puisse être accordée,
Une dernière vérité devait être reconnue par toutes les personnes impliquées. Diana, ai-je dit doucement, es-tu enfin prête à admettre que tu as une dépendance au jeu qui nécessite un traitement professionnel, et non une complaisance familiale? Elle a hoché la tête frénétiquement. Oui, absolument. Je vois maintenant comment Jake a manipulé ma dépendance pour détruire tout ce que j'aime. Je veux de l'aide. Une vraie aide, pas seulement des promesses de faire mieux. Robert, ai-je continué. Es-tu prêt à reconnaître que tes actions étaient criminelles, quelles que soient tes intentions, et que la loyauté familiale ne justifie pas de violer les lois ou de trahir la confiance? La voix de mon père était à peine audible. Oui, je comprends maintenant que ce que j'ai fait était mal, non seulement légalement, mais moralement. J'ai violé tout ce que je t'ai appris à croire sur l'honnêteté et l'intégrité. Et Margaret, ai-je dit, me tournant vers ma mère, acceptes-tu que le fait de cautionner le comportement destructeur de Diana et de participer à des crimes contre moi représente un échec fondamental de tes responsabilités en tant que parent et en tant que personne? La reconnaissance de ma mère est venue à travers les larmes. Oui, Shaun. Nous t'avons fait défaut, nous avons fait défaut à Diana, et nous nous sommes fait défaut à nous-mêmes. Nous avons brisé tous les principes que nous prétendions croire. Je me tenais dans cette célébration de Noël en ruine, entouré des personnes qui avaient façonné mon enfance et failli détruire ma vie d'adulte, et j'ai pris la décision qui déterminerait si notre famille avait un avenir. Détective Rodriguez, ai-je dit enfin, j'aimerais discuter des options d'accord de plaidoyer qui privilégient le traitement, la restitution et la réhabilitation plutôt que la punition. Mais je veux des accords formels qui décrivent des exigences spécifiques et des conséquences en cas de non-respect. Le soulagement de Diana était visible, mais j'ai levé la main pour empêcher toute célébration prématurée. Ce n'est pas le pardon, ai-je précisé. C'est une chance pour vous tous de prouver que vous pouvez apprendre des conséquences au lieu de les fuir. Si vous ne respectez pas une seule exigence, si vous violez un seul accord, ou si vous montrez le moindre signe de retour à des schémas destructeurs, je poursuivrai les accusations criminelles maximales sans hésitation. Le message était clair. La justice était tempérée par la miséricorde. Mais la miséricorde venait avec des conditions non négociables qui exigeraient des changements fondamentaux de la part de toutes les personnes impliquées. Le matin de Noël était à 12 heures, mais pour ma famille, le véritable travail de transformation ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, je me tenais dans ce même salon, mais tout avait changé. Le soleil d'avril entrait à flot par les fenêtres qui avaient été nettoyées des résidus émotionnels de cette nuit de Noël dévastatrice. Diana était assise à la table de la cuisine, examinant attentivement son cahier de rétablissement de la dépendance tout en se préparant pour une autre journée à son nouvel emploi dans la vente au détail. Les vêtements de marque et les bijoux coûteux avaient depuis longtemps disparu, remplacés par des vêtements modestes et pratiques qui reflétaient sa nouvelle compréhension de la responsabilité financière. Robert est sorti de son bureau à domicile où il avait fait des recherches sur le développement immobilier commercial, sincèrement fasciné par la carrière qui avait fait le succès de son fils. La honte et la défensive de Noël avaient été remplacées par une curiosité et un respect authentique pour un travail qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre auparavant. Shaun, dit-il en s'approchant avec un dossier contenant des articles imprimés sur le projet du centre commercial Pinacle. J'ai lu sur le calendrier de développement. La construction préliminaire commence le mois prochain, n'est-ce pas? Le coup d'envoi est prévu pour le 15 mai, ai-je confirmé, notant à quel point son intérêt était différent. Maintenant, au lieu de ressentiment ou d'envie, Robert montrait une fierté sincère pour les réalisations professionnelles de son fils. Les magasins principaux devraient être opérationnels d'ici Noël prochain. Margaret nous a rejoints de la cuisine, apportant du café pour tout le monde. Ses mouvements étaient plus calmes maintenant, ne portant plus l'énergie nerveuse de quelqu'un qui gère constamment des crises ou cautionne un comportement destructeur. L'évaluation de 6 mois de Diana est la semaine prochaine, a-t-elle annoncé. Son conseiller dit qu'elle a fait des progrès remarquables dans la compréhension des tactiques de manipulation que Jake a utilisées. Les séances de thérapie familiale avaient été douloureuses mais nécessaires. Semaine après semaine, nous nous asseyons dans le bureau du docteur Patterson, disséquant des années de schémas dysfonctionnels qui avaient abouti à cette trahison de Noël. Robert et Margaret ont appris la différence entre cautionner et soutenir, tandis que Diana a affronté la profondeur de sa dépendance et le mal qu'elle avait causé à tout ce qu'elle prétendait aimer. L'arrestation de Jake avait conduit à des révélations qui allaient bien au-delà de l'expérience de notre famille. L'enquête du détective Rodriguez a découvert un réseau de crimes similaires s'étendant sur 3 États, Jake utilisant des relations amoureuses pour manipuler les familles afin qu'elles paient des dettes de jeu par le biais de fraude. Son procès était prévu pour septembre,
et Diana témoignerait en tant que témoin à charge contre l'homme qui avait failli détruire toute sa famille. Le développement du centre commercial Pinacle avait dépassé même mes projections les plus optimistes. La valeur de ma propriété avait augmenté à près de 600 000 $, et les honoraires de consultation pour aider d'autres propriétaires à naviguer dans le processus de développement avaient établi ma société comme un leader régional de l'immobilier commercial. La vision patiente de grand-père Édouard était justifiée au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le parcours de rétablissement de Diana avait été la transformation la plus remarquable de toutes. Le programme résidentiel pour la dépendance au jeu avait duré 90 jours, suivi d'une thérapie ambulatoire intensive et de réunions régulières des joueurs anonymes. Mais plus important encore, Diana avait commencé à aborder les insécurités sous-jacentes et les schémas émotionnels qui l'avaient rendue vulnérable à la manipulation en premier lieu. J'ai pensé à grand-père Édouard dernièrement, a dit Diana, se joignant à notre conversation dans le salon. Pas seulement à la maison, mais aux leçons qu'il a essayé de nous enseigner sur la patience et la pensée à long terme. J'ai toujours trouvé ces conversations ennuyeuses, mais maintenant je comprends qu'il essayait de nous préparer à des situations exactement comme celle-ci. Le changement le plus significatif concernait la dynamique de notre famille. Robert et Margaret avaient suivi leur propre thérapie pour aborder les schémas de favoritisme et de complaisance qui avaient créé la crise. Ils ont appris à soutenir le rétablissement de Diana sans le gérer et à respecter mes limites sans se sentir rejetés par elle. La réponse de la communauté a été intéressante, a observé Margaret, s'installant dans son fauteuil préféré. Quand les gens ont entendu parler de ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de commérages et de jugements. Mais voir Diana en rétablissement et notre famille travailler pour arranger les choses a en fait gagné un certain respect. Robert hocha la tête, son expression pensive. Je pense que les gens apprécient plus l'honnêteté sur les erreurs que de prétendre que les erreurs ne se sont jamais produites. Admettre publiquement que nous avions tort était embarrassant, mais c'était aussi libérateur. La restitution financière avait été achevée avant la date prévue. Le travail de Diana au grand magasin ne payait pas beaucoup, mais elle avait négocié un plan de paiement qui indemniserait entièrement les commerçants pour ses achats frauduleux de Noël. Robert avait utilisé ses économies de retraite pour couvrir les frais juridiques et les honoraires liés à sa tentative de fraude. Les avocats ont dit que l'accord de plaidoyer de Jake comprenait une restitution complète à ses autres victimes, a rapporté Diana, sa voix ne portant aucune de l'apitoiement qui avait autrefois caractérisé son attitude face aux conséquences. Il sera en prison pendant au moins 3 ans, puis en probation supervisée avec un suivi psychologique obligatoire et une surveillance financière. Les relations avec la famille élargie avaient nécessité une reconstruction minutieuse. Oncle Marcus et tante Hélène s'étaient sincèrement excusés pour leur rôle dans le soutien de la conspiration, et ils assistaient maintenant aux réunions de famille avec une chaleur sincère plutôt que par obligation. Cousins Bradley et Jessica étaient devenus certains de mes plus fervents partisans, me demandant souvent des opportunités d'investissement immobilier pour leur propre famille. Le docteur Patterson avait expliqué lors de notre dernière séance de thérapie familiale que la crise précédait souvent la transformation et que les familles qui naviguaient avec succès à travers la trahison et la dépendance en sortaient souvent plus fortes qu'elles ne l'étaient avant la crise. Notre expérience semblait valider sa théorie. Noël prochain sera différent, a annoncé Robert, sa voix portant une détermination tranquille. Pas parce que nous prétendrons que cela ne s'est jamais produit, mais parce que nous nous souviendrons de ce qui compte vraiment dans une célébration familiale. En fait, ai-je répondu en souriant à cette possibilité. Je pensais organiser le dîner de Noël dans la nouvelle maison que je construis sur le site de développement. La propriété de grand-père Édouard va devenir une belle maison familiale qui honore sa mémoire tout en embrassant notre avenir. Les yeux de Diana se sont illuminés d'une véritable excitation. Pourrions-nous inviter le docteur Patterson et le détective Rodriguez? Ils font partie de notre histoire maintenant, eux aussi, et j'adorerais qu'ils voient comment tout s'est terminé. La suggestion était parfaitement caractéristique de la nouvelle Diana, quelqu'un qui embrassait la responsabilité et la connexion plutôt que d'éviter les conséquences et de se cacher de la vérité. Son rétablissement lui avait appris à valoriser les personnes qu'il avait tenues responsables, pas seulement celles qui avaient cautionné sa destruction. C'est une merveilleuse idée, a convenu Margaret, sa voix portant la chaleur qui avait manqué pendant tant de mois. Notre histoire ne concerne pas seulement ce qui a mal tourné. Elle concerne ce que nous avons appris et comment nous avons grandi. Alors que l'après-midi s'estompait en soirée, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait amenés à ce point. La trahison de cette nuit de Noël avait brisé les illusions de notre famille sur elle-même, forçant tout le monde à affronter des vérités laides sur le favoritisme, la complaisance et la manipulation qui s'étaient accumulées pendant des années.
Mais la destruction avait créé un espace pour la reconstruction basée sur l'honnêteté plutôt que sur le dysfonctionnement. Le rétablissement de Diana ne concernait pas seulement la dépendance au jeu. Il s'agissait d'apprendre à faire face à la réalité au lieu de s'échapper dans la fantaisie. La croissance de Robert et Margaret ne consistait pas seulement à éviter de futurs crimes. Il s'agissait de comprendre comment l'amour sans limite devient destruction plutôt que soutien. La leçon la plus profonde est venue de la sagesse posthume de grand-père Édouard. Son investissement patient dans la propriété et les principes avait créé des opportunités qui allaient bien au-delà du gain financier. La maison qu'il m'a laissée n'était pas seulement un bien immobilier de valeur. C'était une fondation pour construire un héritage familial basé sur l'intégrité plutôt que sur la manipulation. J'ai appris cette nuit-là que protéger quelqu'un des conséquences n'est pas de l'amour, c'est cautionner la destruction, ai-je dit, partageant mes pensées avec ma famille alors que nous nous préparions à terminer notre soirée ensemble. La vraie famille soutient la croissance par la responsabilité, pas en couvrant les erreurs. La chose la plus précieuse que j'ai héritée de grand-père Édouard n'était pas cette maison. C'était sa sagesse que l'amour sans limite détruit à la fois le donneur et le receveur. Diana hocha la tête pensivement. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est la chance de regagner sa place dans votre vie. Et parfois, ajouta Robert, sa voix portant une sagesse durement acquise. Les personnes qui vous aiment le plus sont celles qui sont prêtes à vous laisser faire face aux conséquences de vos choix. Margaret a souri, son expression paisible d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Parfois, Noël arrive en avril, quand on comprend enfin ce que signifie vraiment la famille. Alors que nous partagions ce moment tranquille ensemble, j'ai réalisé que notre histoire était devenue plus qu'une simple survie à la trahison. Elle était devenue un témoignage de la possibilité de rédemption par l'honnêteté, de croissance par la responsabilité, et d'amour par les limites. La maison où se déroulait cette conversation serait bientôt démolie pour faire place au centre commercial. Mais les leçons apprises entre ces murs dureraient éternellement. La vision patiente de grand-père Édouard avait créé non seulement la prospérité financière, mais aussi la crise qui a forcé notre famille à choisir entre un dysfonctionnement continu et une véritable transformation. Nous avions choisi la transformation, et le résultat était plus fort que tout ce que nous avions perdu. Je veux vous poser une question qui compte vraiment. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un que vous aimiez faisait des choix destructeurs et vous deviez décider entre le cautionner ou le laisser faire face aux conséquences ? Comment avez-vous géré cet équilibre entre l'amour et la responsabilité ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui est aux prises avec des défis familiaux similaires. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur les défis familiaux, la croissance personnelle et la sagesse qui vient de l'affrontement de vérités difficiles. Et si vous pensez que quelqu'un dans votre vie pourrait bénéficier d'entendre parler de la différence entre cautionner et soutenir, s'il vous plaît, partagez cette histoire avec eux. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi et ma famille. Rappelez-vous que chaque crise contient les germes de la transformation, mais seulement si nous sommes assez courageux pour les planter dans le sol de la responsabilité honnête plutôt que dans le terrain peu profond des mensonges confortables. Jusqu'à la prochaine fois, puisse votre amour être assez fort pour inclure des limites et vos limites assez aimantes pour créer un espace pour une croissance authentique.